Donc, bonjour à toutes et tous. Antoine, tu as les comment? Je l'ai. Ok, super. Okay. Non, merci. Oui, c'est bien. Oui, parfait. Merci de nous donner la parole. Donc, on a rencontré le CRIPEDIS. Alors, merci pour l'accueil. Et deuxième chose que je dois vous dire, c'est que je dois excuser Anders Feld, qui était prévu comme chercheur de notre côté et puis qui était malade. On l'a appris jeudi ou mercredi. Donc, merci aussi à Jessica et Séverine pour la souplesse parce qu'on a dû changer le projet présenté par le CRIPEDIS en fonction de l'absence d'un chercheur. Enfin, il nous a téléphoné, il est de tout cœur avec nous, il est au fond de son... Voilà. Alors, donc, je vais vous présenter la recherche du CRIPEDIS qui a été sélectionnée et qui s'appelle Lire-écrire en un mot. Lire-écrire en un mot, c'est une recherche en didactique, puisque le CRIPEDIS est spécialiste de la didactique, qui porte sur une question tout à fait précise, c'est de savoir si des outils didactiques qui ont été conçus par l'équipe de recherche pour améliorer la compréhension des textes à la lecture. Vous savez que c'est un problème absolument énorme, pointé par PISA et par de nombreuses enquêtes, spécialement en Fédération Wallonie-Bruxelles. Les élèves ne savent pas lire et écrire correctement. Ils savent déchiffrer, mais pas comprendre les textes. Enfin, à l'université aussi. Bon, donc, en tout cas, c'est le cas de l'école primaire. Et donc, il s'agissait de savoir si des outils didactiques qui ont été conçus pour améliorer cette performance, d'abord, sont, et à quelles conditions, performants, et deuxièmement, s'ils permettent une forme d'amélioration des pratiques pédagogiques des enseignants. Donc, deux choses, les élèves, les enseignants. C'est ça l'originalité de la recherche. Tu peux peut-être passer. Oui. Donc c'est moi. Oui, donc on a affaire là à une recherche d'ampleur relativement large quand même, du point de vue de l'équipe déjà qui incluait 8 chercheurs dont Jessica Penneman à ma droite et Séverine Depoix, et qui durait sur un temps relativement long de 2 ans avec donc des chercheurs issus de centres IACOS, le CRIPEDIS et de GIRCEF qu'on a vu tout à l'heure. Un financement de Fondation Louvain, du FNRS et de la Haute École Vinci. Et alors au niveau des méthodes, on a affaire à une recherche expérimentale en milieu naturel, c'est-à-dire expérimentale, donc mise en œuvre, c'est-à-dire un dispositif qui va articuler une observation systématique avec un groupe de contrôle pour pouvoir comparer et des instruments de mesure, et en milieu naturel, c'est-à-dire une mise en œuvre, non pas en laboratoire, mais dans les établissements scolaires, au nombre de 19, si je ne me trompe pas, impliquant 35 enseignants sur base volontaire. On a donc pour tester, enfin pour en tout cas informer les 2 questions que j'en présentais, la constitution de 3 groupes, un groupe contrôle, un groupe recevant l'outil pédagogique plus une formation d'1 jour et demi, et un groupe recevant l'outil pédagogique, une formation d'1 jour et demi, et bénéficiant d'un accompagnement par l'équipe du CRIPEDIS. En détail, c'est donc un dispositif qui va articuler 5 instruments de mesure et de récolte de données, des tests de mesure des performances des élèves en amont et en aval de l'intervention, assortis de questionnaires administrés aux mêmes élèves pour déterminer les variables potentiellement explicatives des performances différentielles entre élèves, des focus group et des entretiens menés auprès des enseignants pour informer la question de leur appropriation des nouvelles méthodes pédagogiques, et l'accompagnement des enseignants dans des groupes expérimentaux. Alors, thème contenu. La problématique de départ a bien sûr été affinée pour en faire une question plus opérationnelle. Donc la question a été resserrée autour des documents informatifs, pas des documents de fiction. Si j'ai bien compris la décision, c'était d'évacuer le littéraire. On a pris simplement informatif, ça veut dire les documents qui vous informent sur quelque chose, les documents au sens documentaire du terme. Donc, je ne sais pas moi, un document sur les requins, voilà,
où on en trouve, qu'est-ce qu'on en fait, comment on fait de l'huile, enfin, etc. Donc c'est ça un document informatif. Et les élèves en question, ça a été limité aux élèves de 7e année, c'est-à-dire de première année du secondaire scolaire. Et de différents, alors par contre, différents réseaux, différents niveaux socio-économiques, ce qui pose des problèmes d'échantillonnage. L'échantillon a été constitué. L'objectif de la recherche, c'est donc d'expérimenter pendant 2 années successives, comme on l'a dit, un programme didactique qui a été conçu par l'équipe. Donc un programme didactique, c'est des principes pédagogiques, ce sont des règles, ce sont des outils, ce sont des propositions d'animation, d'ateliers, etc. C'est magnifique. Hein. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mon Dieu, si on avait ça pour aller à l'université. Donc on ne devrait plus préparer nos cours, on n'a plus qu'à suivre. Enfin, parce que justement il s'agissait, de voir si ça marche auprès des élèves, donc de mesurer les performances avant et après l'utilisation de l'outil, voici une amélioration. Deuxièmement, savoir justement si les enseignants savent s'en servir, et là c'est plutôt entre les deux, on verra. Et troisièmement, il fallait aussi se poser la question du changement pédagogique en général. C'était ça l'idée. Est-ce que ces instruments permettent de changer les pratiques des profs? Bon. Donc ça veut dire qu'il y a 3 cibles, vous avez compris, les performances en lecture-écriture des élèves, les pratiques des enseignants, et 3e cible que j'ajoute quand même, c'était l'autocible, l'autociblage, puisqu'au fond, les chercheuses se sont posé la question de savoir quels étaient les impacts de leur propre intervention. Donc il y avait une dimension réflexive. Premier ciblage, performance des lectures, concernant la lecture et l'écriture, c'est assez complexe, je ne peux pas rentrer dans le détail. Enfin, ce qui est merveilleux, c'est qu'on parvient à détailler quand même ce que ça veut dire comprendre un texte. Moi, je suis un lecteur de Ricoeur et j'avais jamais vu toutes ces dimensions analytiques que Ricoeur n'a jamais parlé de ça. Mais c'est très bien, on détaille vraiment ce que ça veut dire comprendre un texte, on détaille aussi des principes pédagogiques, d'explicitation, notamment des opérations, métacognition, etc. Et donc on se pose la question de savoir si dans des dispositifs, appliquer les outils à ces activités produisent effectivement des résultats escomptés. Ça, c'est la cible numéro 1. La cible numéro 2, c'est bien les pratiques des enseignants. Et là, de nouveau, on trouve un appareillage que j'ai trouvé tout à fait intéressant concernant les pratiques des enseignants, comment ils mettent en œuvre, ils s'approprient un outil, comment ils le mettent en œuvre et comment après ils réforment éventuellement leurs conditions d'appropriation. Troisièmement, le support possible des enseignants par les chercheurs spécialistes. Alors, les hypothèses, il y en avait beaucoup, je ne peux pas toutes les détailler. Celles qui m'ont frappé, c'est donc qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer les performances des élèves. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment une démarche que moi j'appelle pragmatique. Ce n'est pas seulement le contenu de l'outil qui est analysé. Bien sûr, on se pose la question de savoir s'il y a des facteurs internes à l'outil qui modifient, influencent son sous-performant, etc. Donc, on analyse l'outil, on le réforme, mais on se pose aussi la question des facteurs externes. Donc, en quoi est-ce que l'ambiance familiale, par exemple, à l'égard de la lecture et l'écriture, ce qui suppose évidemment d'avoir des instruments méthodologiques pour le savoir, des questionnaires, enfin, etc. C'est pas facile. Donc, premier jeu d'hypothèse, c'est autour de la cible 1. Deuxième jeu d'hypothèse, autour de la cible 2, à savoir l'appropriation des outils par les enseignants. Et là, de nouveau, on a des résultats, enfin, pas encore des résultats, on est aux hypothèses, mais on a des hypothèses relativement intéressantes. Enfin, je trouve, notamment l'idée, bien sûr, que l'outil compte, que l'enseignant compte, mais aussi que la classe, évidemment, compte. Donc, il fallait évaluer en quoi la classe était, donc les élèves eux-mêmes, étaient un facteur de réussite. C'est pas simplement de la terre anglaise, un élève. Bon. Et aussi, quatrièmement, le soutien organisationnel de l'école. Savoir si l'école soutenait ou non le processus, et semble-t-il, enfin c'était l'idée, c'est un facteur qui pourrait être déterminant. Et alors il y avait une idée, me semble-t-il, du côté des chercheurs, c'est que les chercheurs croyaient au début
que s'ils accompagnaient les enseignants, plutôt que simplement les former en un jour et demi, ça allait mieux marcher. Vous allez voir ce qu'il en est advenu. C'est moi. Donc les résultats, oui. L'avantage, c'est que c'est un projet de recherche qui est maintenant vraiment terminé. Séverine et Jessica tirent encore quelques ficelles, mais on a quand même des résultats qui ne sont plus transitoires, mais relativement solides et affinés, qui ont donné lieu à une rédaction de thèse de Jessica. Et donc, en ce qui concerne la première question, qui était celle des performances des élèves, on a deux types de résultats. Un premier qui va concerner les différentiels de progression de performance entre les classes. Alors, ce qu'on remarque, c'est qu'au cours de l'année, tous les élèves progressent dans la compréhension à la lecture, ce qui est plutôt rassurant quant à l'idée de l'école. Même le groupe contrôle qui n'avait pas cet outil pédagogique-là progresse. Par contre, les élèves des groupes expérimentaux vont progresser plus, et ce qui est rassurant aussi, qui doit être gratifiant en tout cas, et on remarque qu'il y a une corrélation entre l'intensité de la mise en œuvre de cet outil pédagogique et la progression en termes d'apprentissage. Donc je pense qu'on remarque des gains notables à partir de 60% d'application de l'outil pédagogique et des pratiques associées. Deuxième résultat par rapport aux performances des élèves, en termes de différentiel de progression de performance au sein des classes, et là, certains facteurs déterminants tels que l'environnement riche en livres et l'incitation à la lecture, la fréquentation d'un logopède, le score en septembre ou le redoublement des élèves qui vont influencer dans le sens attendu. Enfin, un environnement riche en livres va être plutôt favorable à des progressions, de meilleures progressions, et à l'inverse, un redoublement par exemple ralentira la progression. En ce qui concerne la cible 2, donc la question de l'appropriation par les enseignants, on avait 35 enseignants volontaires. À la fin de la recherche, 14 abandons, 15 adoptions partielles et 6 adoptions globales de l'outil pédagogique. Alors là, les facteurs déterminants de l'abandon, qui seront la question des contraintes temporelles. On remarque que la distance entre les pratiques habituelles de l'enseignant et les nouvelles pratiques pédagogiques est un facteur également déterminant, de même qu'une réticence à la mise en place d'activités pédagogiques inconfortables ou déstabilisantes pour l'enseignant. Par exemple, la question du travail en groupe qui était fort mobilisée dans l'outil pédagogique que vous avez mis en place. Et puis, tout simplement aussi une perte de motivation de la part des enseignants due à la lourdeur du dispositif de recherche. Et voilà. Au niveau de la cible 3, donc, qui était la question de savoir si l'accompagnement, donc dans le groupe qui se voyait offrir une formation et un accompagnement au long de l'année, allait enregistrer de meilleures progressions de performance, on remarque qu'en fait ce n'est pas le cas. Voilà. Mais on en dernière slide, collaboration au sein de IACOS possible. Alors, donc il y avait une collaboration actuelle. C'était GIRCEF plus CRIPEDIS, alors ça se comprend évidemment, puisque les objets de recherche sont extrêmement proches et que les deux sont concernés par les enquêtes PISA, la réponse aux enquêtes PISA, l'analyse des processus pédagogiques, voire le poids des inégalités sur les performances scolaires des établissements. Donc, collaboration actuelle, collaboration potentielle. Collaboration potentielle. On s'est creusé la tête. Donc, il nous semble que le CIRFAS pourrait, CIRFAS, pardon, je ne sais pas s'il est là, pourrait être, ah oui, il est là, ok. Il pourrait être concerné, puisque la portée du milieu familial faisait partie des variables explicatives, mais au fond a été abordée un petit peu, c'est pas une critique, mais c'est un peu superficiel. Donc on a posé simplement la question, et donc cette question-là n'a pas été véritablement approfondie. Bon, voilà, c'est une question. Vous avez donc l'équipe a tenu compte notamment du diplôme de la mère, si mes souvenirs sont bons, le nombre de livres à la maison, des choses comme ça. Mais enfin bon, c'est sûrement des indicateurs assez élémentaires. Du côté du SISMOC, est-il là?
Donc, le sismologue pouvait être intéressé par la portée de la langue d'origine de l'enfant, puisqu'il s'agissait d'un apprentissage en français, ou de la langue d'origine. Que veut dire la langue d'origine d'ailleurs? En tout cas, la langue parlée à la maison, toute cette question, puisque évidemment il y a beaucoup d'enfants d'origine musulmane dans ces écoles, etc. Donc cette question-là du multiculturalisme n'était pas une variable fondamentale de la recherche, en tout cas. Et ça peut peut-être être intéressant de se poser des questions au-delà de ça. Du côté du CIRTES, je ne sais pas si le CIRTES est dans la salle. Oui, ok. Oui. Okay. Du côté du CIRTES, on a été frappé par quand même le fait que l'étude est allée assez loin. Ben, figurez-vous, dans l'étude ergonomique du métier de l'enseignant, puisque l'étude a travaillé sur la réceptivité par les enseignants d'un dispositif de changement pédagogique. Donc il faut analyser le travail de l'enseignant, et sûrement que là, de ce côté-là, donc le métier de l'enseignant comme travail, la portée de l'outil sur ce travail peut être quelque chose qui croise en tout cas certaines de vos préoccupations. Bien sûr, le CRIDIS est très intéressé. Non seulement j'ai appris beaucoup de choses, mais en plus, on travaille sur le concept d'évaluation. Donc le concept d'évaluation est devenu absolument central dans nos travaux, et bien sûr il est central pour le CRIPEDIS. On travaille aussi sur la question de la démocratie et du rôle de l'école. Enfin, de façon, je dois dire que la division du travail au sein d'IACOS fait qu'on ne travaille pas beaucoup, probablement pas assez, probablement pas assez, parce que au fond, on a intériorisé une division du travail qui n'est pas une division naturelle, enfin, c'est une division de département conventionnel. Donc peut-être qu'il y aurait quelque chose à faire de ce côté-là. Dernier développement possible. Alors je ne sais pas, les autres centres de recherche, on n'a pas trouvé. Mais il ne faut pas nécessairement trouver pour tout. Enfin, je vais conclure ça comme ça. Donc, un développement possible, c'est l'application de la démarche à l'université sans blague. Cette fois-ci sans blague, parce que c'est vraiment un problème. Nous, en première année de bac, dans notre faculté, nous faisons passer un test de compréhension de texte en septembre. Donc ils sont obligés de faire ça en septembre, nos jeunes bacheliers dans les premières années. Oui. Il y a une majorité d'échecs. Il faut savoir ça. Donc on leur fait lire, je ne sais pas, un texte de Bourdieu, on les interroge, qu'est-ce qu'il y a dedans? Une majorité d'échecs. Bon. Et à ce moment-là, on leur propose une remédiation. Ils ne vont pas à la remédiation. Ils ne vont pas, non, sérieusement. Et donc, il y a une question autour de cette compétence de compréhension de texte, mais cette fois-ci, à un niveau, évidemment, d'abstraction différent, c'est pas les requins, c'est Pierre Bourdieu, quoi. Hein. Donc, vous voyez, enfin, il faut vraiment... Oui, j'ai pas... Donc là, je trouve quand même que, après tout, je me suis dit, au-delà de la blague, c'est quand même très sérieux cette histoire. Et que nous sommes très mal armés pour affronter cette question. Bon, voilà, je m'arrête. Merci. Peut-être. Oui, Antoine. Oui, pardon. Oui. Avant de vous présenter donc, la recherche du CRIDIS, qui était en fait la demande donc, qui nous a été formulée, lors des rencontres, on s'est vite rencontré finalement que nos cadres théoriques sont assez éloignés. Et donc on a dû, lors des échanges, eh bien, expliquer certaines notions théoriques qui pour nous étaient complètement inconnues ou en tout cas limitées. Et donc je vais, et Séverine aussi, on va tenter toutes les deux en tout cas de vous présenter donc, cette recherche et on va essayer de présenter ça de la façon la plus fidèle possible. Et donc voilà, s'il y a des choses que je dis qui ne sont pas tout à fait justes, je vous laisserai le soin en tout cas de me corriger ou de compléter ou de modifier certaines choses. Alors, le CRIDIS, peut-être un petit mot d'introduction qui va faire le lien finalement avec la recherche que je vais vous présenter. Donc le CRIDIS, c'est le Centre de recherche interdisciplinaire en sciences sociales, travaille donc sur la question de la démocratie et sur des enjeux propres aux institutions.
C'est donc, vous l'aurez compris, un centre interdisciplinaire, puisqu'il va s'entourer de chercheurs issus de différentes disciplines. Donc on retrouve des sociologues, des économistes, on retrouve la science politique qui est bien présente, la philosophie, la psychanalyse, etc. Et c'est donc dans ce contexte que Jean Deminck, qui est ici présent et qui est donc philosophe et sociologue de formation, Diane Bernard, qui n'est pas ici puisqu'elle est professeure de théorie du droit à Saint-Louis, et Yves Cartevels, qui est professeur de droit pénal à Saint-Louis également, avaient le souhait finalement de travailler ensemble autour d'un sujet assez sensible, qui est notamment celui des rapts parentaux, c'est-à-dire l'enlèvement d'enfants par des couples mixtes. C'est par exemple le fait qu'un père algérien ou qu'une mère algérienne va partir avec un enfant qui est notamment né ici. Et donc finalement ils avaient l'intention, ou le souhait en tout cas, de s'intéresser au dispositif institutionnel et non pas sur la migration ou sur la famille. Et donc on est bien ici dans une recherche en sociologie du droit et non en sociologie de la famille ou en sociologie des migrations. Et donc finalement pour traiter de cette problématique qui est, on l'a vite compris en tout cas en vous écoutant, que c'est une problématique qui est vraiment sensible et qui est très complexe, aussi bien d'un point de vue national, puisqu'il s'agit finalement de récupérer l'enfant qui est à l'étranger, et qui est complexe également du point de vue international, puisqu'il faut tenir compte des différentes conventions internationales notamment. Eh bien, 2 chercheurs ont été donc engagés, l'un sociologue et l'autre juriste. Alors Olivier Strulens, qui n'est pas ici parmi nous malheureusement, est donc le chercheur sociologue qui a donc été engagé par l'UCL et qui lui a donc été engagé pour finalement redéfinir les hypothèses de départ et traiter la question de la notion de confiance et qu'il va traiter d'un point de vue sociologique. Et alors l'autre chercheuse, c'est Marion Blondel, qui est chercheuse juriste à Saint-Louis et qui va travailler plus spécifiquement sur le droit positif. Alors je vais expliquer en quelques mots, en tout cas essayer de réexpliquer ce que c'est, en tout cas de ce que j'en ai compris. Donc si j'ai bien compris, c'est le droit tel qu'il existe vraiment. Ce sont les textes de loi, les textes juridiques, et ça comprend, en tout cas par rapport au rapt parental, tout ce qui est convention internationale, les décisions de jurisprudence, et donc elle va finalement s'intéresser à des questions du style quel est le rôle de la Convention de Genève, quelle est la place de la parole de l'enfant, et qu'est-ce que cela signifie et qu'est-ce que cela implique. Donc voilà, donc ces 2 chercheurs qui vont finalement mener à 2 thèses de doctorat composent notamment donc cette équipe interdisciplinaire et pluridisciplinaire qui vont travailler finalement autour de ce projet collaboratif et qui tentent finalement de faire dialoguer les différentes disciplines, à la fois la sociologie et le droit, autour de cette question donc, du rapt parental. Alors au niveau du financement du projet, c'est donc un projet de recherche, un DPR, qui est financé par le FNRS. Et alors au niveau des méthodes utilisées, eh bien, le sujet des rapts parentaux est donc un sujet qui est assez difficile à traiter puisqu'il génère beaucoup d'émotions et généralement des émotions assez douloureuses et difficiles. Et donc pour les sociologues, en tout cas, traiter cette question-là et finalement comprendre les mécanismes qui se cachent derrière le rapt parental, les tensions qui existent entre les parents et les lois, entre notamment... finalement comprendre le fonctionnement de ces rapts parentaux qui ont lieu dans un domaine privé. Pour les sociologues, il était nécessaire de recourir à des méthodes d'enquête sociologique. Et donc c'est pour ça qu'ils ont fait le choix de prendre 3 outils, 3 méthodes différentes qui ont été donc utilisées pour l'instant. Il s'agit donc d'une méthode ethnographique par observation participante, on en a un petit peu parlé ce matin. Des entretiens ont également été réalisés avec des acteurs et une analyse des documents officiels a été menée. Alors au niveau de l'étude ethnographique, donc elle a été réalisée en immersion notamment par Olivier Strulens qui a eu la possibilité de participer et de vivre dans un service de médiation internationale à Genève pendant 3 mois. Et donc durant cette période, il a pu vraiment vivre la vie de ce service, participer activement aux différentes médiations, participer au travail administratif notamment. Et finalement, il a pu également
il a pu s'entretenir avec les différents acteurs, plus précisément avec une quarantaine de professionnels, médiateurs et magistrats autour de cette question. Et puis alors parallèlement à cela, il y a eu toute une analyse du cadre juridique, donc relatif à l'enlèvement parental international, et donc ils ont pu analyser toute une série de textes, notamment les textes juridiques et les textes de doctrine, donc c'est-à-dire les commentaires que les experts font de ces textes de loi. Et donc finalement, ils se sont intéressés à la Convention européenne des droits de l'homme, ils ont analysé la Convention des droits de l'enfant et la Convention de l'AE. Et donc dans la suite, puisque la recherche est en cours, ils pensent, ou en tout cas ils envisagent de faire également des analyses en groupe avec des juges et des médiateurs. Alors, en termes de thème et de contenu, ce qu'on peut dire à propos de cette recherche, comme ça a été précisé, c'est d'abord que la problématique d'ensemble est bien celle des rapts parentaux internationaux, ce qui est une question qui les intéresse, me semble-t-il, parce que ça pointe un peu les limites du droit international classique, qui est incertain ou qui est insuffisant, ou en tout cas dans cette matière-là, incapable de suivre le rythme effréné de la globalisation. Et puis c'est aussi un problème qui soulève la confrontation de cultures familiales et de cultures juridiques qui sont très différentes. Et finalement, c'est un problème face auquel il n'y a pas d'autorité qui semble a priori susceptible de s'imposer aux différentes parties. Alors en termes de cibles, dans ce projet, on a deux cibles, nous semble-t-il, une cible en sociologie et une cible en théorie du droit. Et donc la manière dont ils expliquent la collaboration entre les juristes et les sociologues dans ce projet est la suivante. Finalement, le juriste va pouvoir cartographier les limites du droit, tandis que le sociologue va lui être attentif au jeu des acteurs, aux dynamiques sous-jacentes. Et donc, l'enjeu ici, ou le projet, l'ambition, c'est d'essayer de dépasser les limites de la positivité du droit pour ressaisir, vous avez utilisé cette formule, le droit en acte, c'est-à-dire le droit en train de se faire. Alors l'objectif général était bien de partir de ce champ, donc le cas particulier des rapts parentaux, cas complexe, pour interroger l'évolution des usages du droit et affiner des cadres théoriques qui permettent d'analyser la place du droit comme instrument de régulation sociale. Et donc c'est vrai que cette problématique touche aux relations familiales interpersonnelles, à leur saisie par le droit, mais que finalement elle révèle, et c'était en ça que ça vous semblait sans doute intéressant, aussi les évolutions institutionnelles très profondes de l'État, du monde juridique et judiciaire, dans un contexte de transformation accélérée. Ça, c'est pour l'objectif général. Du côté des objectifs spécifiques, il y avait un double objectif, à la fois une connaissance empirique de pratiques transnationales qui n'étaient pas encore très documentées, pas très connues. Et donc l'idée était de connaître davantage les usages réels du droit en faisant porter l'investigation sur des réseaux qui n'étaient pas encore qui n'avaient pas fait l'objet d'analyses fouillées. Et puis une enquête des enjeux fondamentaux, c'était le deuxième objectif de l'évolution du droit dans ce domaine. En termes d'hypothèses, on avait une première hypothèse dans le projet tel qu'il avait été posé au moment de la demande de subvention ou de la recherche de subvention, c'était que 3 facteurs étaient susceptibles d'influencer les phénomènes étudiés, au moins 3, il y en avait peut-être bien d'autres, en tout cas il y en a 3 qui sont retenus dans le descriptif du projet. C'est la promotion des droits fondamentaux, donc les principes du consentement de l'enfant, de l'intérêt de l'enfant, les droits au contact avec les deux parents sont quelque part un peu dans cette réalité-là mis à l'épreuve de la réalité sociale et de la réalité interculturelle. Le deuxième facteur, c'est la transnationalisation des règles juridiques, un peu comme si des ordres juridiques transnationaux voyaient le jour et étaient un peu déliés des États. Et le troisième facteur, c'était le déplacement des frontières de la juridicité. Alors ça donnait donc lieu à 2 approches, dont une approche sociologique avec 2 voies d'entrée, Jessica l'a dit tout à l'heure, à la fois les professionnels du droit, donc les acteurs judiciaires nationaux, les acteurs administratifs, les médiateurs, qui étaient sondés par le recours à des interviews, à des observations de réunions, un peu comme ça a été évoqué tout à l'heure, l'observation de réunion qui n'était pas toujours possible dans le cas des procédures d'affectation des professeurs. Et donc ici, ça a fait partie de la démarche aussi, en termes de méthode, que d'observer les fonctionnements de réunion des professionnels. Et puis, la deuxième voie d'entrée, au niveau de l'approche sociologique, ce sont les usagers, donc les parents, avec l'idée de saisir par des focus group, par des entretiens, des interviews individualisées, les difficultés pratiques réelles que les parents rencontrent dans cette expérience douloureuse. 2 voies d'entrée et 3 terrains d'études, le Maroc, la Colombie et la Convention de l'AE, qui ont été choisis pour des raisons bien déterminées, mais étant donné les contraintes de temps,
temps, je ne vais peut-être pas entrer dans ces précisions-là. Et puis par ailleurs, une étude en théorie du droit qui consiste plutôt là en une étude détaillée des modes de résolution de ces conflits-là dans les 3 situations identifiées, donc au Maroc, en Colombie et au niveau de la Convention de Haye. Et puis, cette hypothèse, dans le cheminement en début de travail, a évolué et a donné lieu à une seconde hypothèse et a été notamment fait l'objet d'un travail de reformulation par le doctorant engagé sur ce projet, puisque la question de recherche s'est déplacée vers celle-ci. Comment les professionnels intermédiaires du droit tentent-ils de dépasser le cadre de l'État-nation dans la régulation des familles transnationales ? Et à cette occasion-là, une autre hypothèse a vu le jour qui consiste à dire que c'est peut-être le mécanisme de confiance qui est mobilisé par les professionnels, à la fois pour dépasser le cadre national de régulation et pour stabiliser des relations familiales qui sont complexes. Et donc, en fait, il y aurait un enchevêtrement complexe de droit et de confiance avec 2 figures centrales, le magistrat et le médiateur. Ces 2 figures développent des réseaux et par ces réseaux, quelque part, ramènent la confiance interpersonnelle au cœur du transnational. Donc l'objectif finalement de recherche se déplace lui aussi, puisque la question et l'hypothèse ont bougé toutes les 2. Et donc l'objectif de travail d'Olivier va être d'identifier en quoi consistent les enjeux de confiance, à la fois confiance institutionnelle et confiance interpersonnelle, en quoi consistent ces enjeux qui se présentent aux juges et aux médiateurs en charge de l'enlèvement parental international. Merci beaucoup à vous. Il y a encore un dernier petit mot? Oui. Vas-y. Non, je sais pas. Si, je change. Peut-être juste un petit mot rapide sur les résultats. Donc, vous l'avez compris, c'est une recherche en cours qui a commencé donc, en 2016. Et donc, il y a quand même eu une reformulation théorique des hypothèses et des hypothèses de départ. Et donc, sur le plan théorique, c'est déjà un premier résultat, puisqu'à partir de la littérature, ils ont pu recadrer le projet de départ et puis finalement redéfinir la notion de confiance. Et puis alors, toutes les données empiriques qui ont été collectées lors de l'immersion de l'ID Strunens doivent encore être analysées. Et alors la recherche identifie deux développements. C'est d'une part des publications scientifiques, donc il y aura une thèse à l'issue de cette recherche, mais ils sont en train également d'organiser un séminaire international et ils espèrent aussi faire plusieurs publications. Et puis un autre type de développement qui est principalement centré à destination des professionnels, c'est-à-dire de fournir un éclairage théorique pour les acteurs tels que Bernard DeVos, le délégué aux droits de l'enfant par exemple, ou les juges, les ONG, le service social international, les médiateurs, etc., qui sont finalement en demande de clarification de cette problématique. Voilà. Je dis un mot des collaborations. Oui, oui. Si tu peux mettre la dernière. Et ce sera très bref. Mais donc en termes de collaboration, ce projet est déjà l'objet de collaboration actuellement, puisque c'est un travail qui se mène en collaboration avec des juristes de Saint-Louis. Au niveau des collaborations potentielles, ultérieures, dans la réflexion qu'on a menée ensemble, on en avait pointé quelques-unes, en termes de sociologie de la famille avec le CIRFAS, en termes de sociologie des migrations avec le laboratoire d'anthropologie prospective, en termes de réflexion sur l'internormativité entre des systèmes de droit qui sont vraiment très différents avec le CISMOC, et peut-être en termes plus historiques avec le LARIS, un peu comme ça a pu être fait sur l'histoire des rapts politiques. Et donc ici, il pourrait y avoir un travail sur les rapts parentaux internationaux. Voilà, ou en tout cas, il y aurait un intérêt à étudier aussi historiquement l'évolution du principe de l'intérêt de l'enfant, qui a gagné progressivement en importance. C'était un élément aussi qui avait été pointé dans les réflexions. Et voilà, c'est vrai que ce ne sont pas des collaborations qui touchent tellement au terrain de l'école, mais quand on a interagi sur les liens qui pourraient nous réunir, on a évoqué, c'est vrai, la question outre ce que tu disais tout à l'heure, Jean, la question de la réflexion sur les contenus, sur les objets à enseigner et ou sur les objets enseignés dans les cours de sciences sociales, par exemple, à l'école. Voilà, dans le secondaire, avec cette idée qu'en fait, peut-être que l'enseignement secondaire aurait besoin de bons outils sur les contenus à enseigner dans le cadre des cours consacrés aux sciences sociales. Et on a parlé notamment à cette occasion-là des cours amenés à se développer de citoyenneté, démocratie, etc.
puis on a évoqué la question de l'évaluation, mais tu en as parlé tout à l'heure, je n'y reviens pas. Voilà. Merci, en tout cas, c'était... Cette fois-ci, on peut vous applaudir pour de vrai. Merci beaucoup à vous. Et merci pour être entré dans le vif du sujet, puisque là, les collaborations, elles sont... Ce matin, on pouvait les deviner, cet après-midi, on les voit à l'œuvre, on les entend. Alors, est-ce que déjà, les uns vis-à-vis des autres, vous avez envie de réagir? Je ne sais pas si Antoine souhaite réagir d'une façon ou d'une autre, parce que... Non. Non, c'est le but qu'on a parlé. Parole est à la salle. Alors, est-ce qu'il y a des réactions, suggestions, observations? Thierry, j'en prie. J'en prie, ici. Tu as fait, hein? Au centre, Ça, il n'est pas ça. Voilà. Parlez bien fort, c'est juste pour... Voilà. Merci pour vos présentations extrêmement intéressantes, l'une et l'autre. J'ai juste deux petites interrogations. Je n'y connais absolument rien. J'aimerais savoir, lorsqu'on propose une méthode pour apprendre à lire et à comprendre un texte, quelle est la part du mécanique là-dedans? Pourquoi je pose cette question? Parce que j'ai l'impression qu'un texte ne se comprend pas d'une seule façon. Et qu'un enfant peut comprendre un texte de plusieurs façons. Et que lorsqu'on pose des cadres, des carrés, on bloque un peu l'imagination. Moi, j'aime les gens qui m'expliquent un texte, le même texte, de plusieurs... Ils ont fait voyager leur imaginaire, et le même texte, on voit des choses que l'autre n'a pas vues. Donc, je me pose la question, est-ce que ça ne limite pas l'imagination des enfants? La deuxième question, c'est par rapport à la recherche sur les rapts d'enfants. J'aimerais aussi là savoir s'il y a une hiérarchie entre le droit positif et le droit en acte. Lorsque les deux sont en conflit, en compétition, qui est-ce qui l'emporte finalement? C'est-à-dire, on prend la décision sur quoi? Est-ce le droit en acte ou le droit positif? C'est tout. Jessica, tu veux je commence. Bon. Donc non, évidemment, il n'y a pas une seule manière de lire, et il n'y a pas non plus une seule manière d'apprendre à lire. Alors, ici, on est dans l'enseignement de la lecture des textes informatifs au début du secondaire. Hein, donc la réponse serait peut-être un peu différente si on parlait de jeunes enfants qui apprennent de façon initiale à lire. Mais donc dans l'outil qui a été proposé aux enseignants, il y avait un enseignement de multiples manières d'entrer dans les textes et de multiples stratégies possibles pour parvenir à les comprendre, à prélever des informations, à mettre en relation ces informations, etc. Et fréquemment, les élèves étaient amenés en fait à échanger sur les stratégies qu'ils adoptaient eux, et peut-être pas les autres, à échanger à propos de l'efficacité perçue de ces stratégies. Et donc, je pense que c'est essentiel de donner des manières d'entrer dans le texte, mais sans les imposer, donc en respectant la diversité des stratégies qui peuvent permettre de faire signifier un texte en fonction d'un projet. Parce que la manière de lire un texte dépend très fort de ce qu'on doit en faire. Mais déjà ça, pour certains enfants moins à l'aise à l'école et moins en situation de familiarité avec l'école, ça nécessite un enseignement. Il y a des élèves qui vont très vite comprendre en fonction de la tâche qu'ils doivent réaliser quel type d'approche du texte vont pouvoir être efficaces, et d'autres pour lesquels il faut s'arrêter sur ça, sur qu'est-ce que je dois faire, quelles sont les particularités du texte que je dois lire, et compte tenu de tout ça, comment je prévois de m'y prendre, quoi. Donc de s'arrêter sur une étape de planification, de s'arrêter en cours de lecture sur ce qu'on a fait, sur est-ce que ça a été efficace ou pas efficace. Donc pas de caractère unique, ni mécanique, mais une nécessité que ça s'enseigne. Donc c'est un peu ça l'idée. Phare, c'est que la compréhension, c'est quelque chose qui doit s'enseigner et qu'on n'enseigne pas encore beaucoup, ni à l'école primaire, ni à l'école secondaire. Je sais pas. Bon, je réponds. Oui, juste une réaction. Ouais, la compréhension peut s'enseigner et ne pas s'enseigner aussi. Oui. C'est-à-dire, quelqu'un aborde un texte avec un background, avec une culture, avec du vécu, et il le comprend avec ça. Il y a un ensemble de conditions antécédentes qui font que quelqu'un aborde un texte, il le comprend avec ce qu'il porte en lui. Oui, donc ça peut s'enseigner, ça peut ne pas aussi s'enseigner.
trouver... Vous évoquez une expérience particulière? Pardon? Non, tu penses à quelque chose en particulier? Oui, je pense par exemple à l'intervention de ce matin sur les documents. Quand on dit un document devient un acteur devient un acteur dans la recherche. Il devient un acteur parce que nous l'abordons avec un passé, avec un vécu. C'est nous qui rendons une archive actrice dans le travail intellectuel. Parce que nous avons une histoire, un vécu, une culture qui finalement transforme cette donnée-là. Elle devient une actrice dans la recherche. Donc c'est ça, d'où la grosse question que j'avais par rapport à, j'ai pas pu la poser, c'est la question de l'objectivité. Comment se construit l'objectivité? L'objectivité, puisqu'on a plusieurs sources, plusieurs façons d'apprendre, d'aborder un texte. L'objectivité, ce sera quoi? Comment on va hiérarchiser ces interprétations d'un texte, lues par des gens qui ont des backgrounds différents et qui vont donner des interprétations différentes? On va le classifier comment? On va dire quelle est la meilleure compréhension du texte. Par rapport à quoi? Donc, quelles sont les instances qui produisent les critères d'objectivation? Dans la question du pouvoir, qui produit les critères d'objectivation. Ok, est-ce que tu vas intervenir? Est-ce qu'il y en a qui veulent... On n'oublie pas la question sur les rapes d'enfants, mais peut-être là, il y a... Je sais pas, Gaël, oui, je t'en prie. Alors, qu'est-ce qui lui serait la place? Oui, moi. Ah, donc c'est pas... Ben, reste là, mais voilà, c'est parfait. Gaël. D'abord, je voulais répondre à Thierry. Je pense que ça soulève une énorme question des aspects culturels de l'objectivation, des outils d'évaluation, quels qu'ils soient, PISA, Pearl ou les autres, parce que c'est à travers tous nos systèmes éducatifs un énorme problème qui est posé. Et je pense qu'entre autres, les enjeux interculturels sont rarement mis en avant là-dedans. Donc maintenant, ça dépasse fortement le projet, mais on sait très bien qu'il y a énormément de malentendus scolaires qui viennent du fait que l'univers culturel de l'enfant et l'univers culturel de l'école est en tel décalage qu'il ne comprend pas les attentes de l'école. Et donc on peut se demander de quel droit l'enseignant porterait un système d'objectivation plutôt qu'un autre. En même temps, c'est ce que la société lui demande, puisque moi je rappelle souvent que l'enseignant est un des rares acteurs sociaux qui exécute un programme décidé démocratiquement par des institutions démocratiques. Donc c'est pas un artisan tout seul dans sa classe. Donc mais voilà, ça c'était pour répondre à ça. Moi j'avais aussi envie dans vos deux présentations, il y a une chose qui m'a frappée, et donc je ne sais pas si tout le monde sait qui je suis, mais pourquoi je suis là aujourd'hui, c'est parce que je suis rédactrice en chef de la publication Société en changement. Et donc c'est à ce titre-là que vos deux interventions m'ont interpellée sur un point. C'est dans les deux cas la question qui est posée, dans une partie de la recherche ou du développement de chacune des deux recherches, sur qu'est-ce qu'on fait des savoirs scientifiques pour les professionnels. Donc vous l'avez vraiment intégré à votre recherche. Est-ce que l'accompagnement par les scientifiques va améliorer? On a tous, je pense, ce mythe-là en tête, du pouvoir de la science. Je suis journaliste scientifique depuis 20 ans, donc j'ai beaucoup entendu ce mythe de la science qui allait éclairer les professionnels. Je rajoute là, avec un peu d'ironie, de sa grandeur. Et puis, je trouve ça, moi, très intéressant de constater que l'accompagnement par les scientifiques ne marche pas nécessairement. Il marche parfois très bien, donc c'est pas une généralité. Mais donc, ça pose la question d'étudier ça aussi en tant que tel. Qu'est-ce que c'est que ce travail de diffusion des connaissances, d'appropriation des connaissances par les acteurs? Et donc j'entendais que dans vos développements pour la recherche sur les rapports parentaux, il y a comment apporter des connaissances théoriques aux professionnels de la médiation. Le problème va être le même que pour les enseignants ici. Est-ce que les outils théoriques ou pratiques, méthodologiques, ils vont pouvoir se les approprier? Pourquoi est-ce que dans 35 enseignants volontaires, il n'y en a plus que 6 au final qui ont adopté en totalité l'outil, si j'ai entendu les chiffres, et 14 qui ont abandonné en cours de route? Ça pourrait être un objet d'étude en soi, c'est-à-dire toute cette question de l'appropriation du savoir scientifique. Est-ce que, un peu la même question que tu viens de poser, Thierry, pourquoi? Est-ce que ce savoir-là a plus de légitimité qu'un autre? On sait que ça se débat. Mais voilà, moi, instantanément, je me suis demandé dans quelle mesure, comme chercheur, et je vois que ça se fait de plus en plus, mais
est-ce qu'on s'interroge suffisamment sur la façon dont nos connaissances produites deviennent en elles-mêmes des objets dans l'interaction avec les professionnels, en sortant de l'idée parfois un peu naïve que c'est de la science, alors on pourrait mettre un grand S, c'est de la vérité, presque avec un grand V, et donc c'est légitime, et par nature, le professionnel, il est même en attente de ça le matin quand il se lève, quoi. Alors que je pense que c'est évidemment beaucoup plus compliqué que ça. Mais voilà. Je ne sais pas si c'est vrai, tu veux réagir, les autres? Ben, je souscris pleinement, et donc c'est vrai que c'était un des présupposés de la recherche. Jessica pourra s'exprimer mieux sur la question de l'appropriation, parce que ça faisait partie de l'étude. Mais c'est vrai qu'on est parti de l'idée que le professionnel, il a besoin, enfin, son action est instrumentée, et que quelque part, les principes mis en évidence par la science comme étant potentiellement efficaces sur les apprentissages des enfants, il faut aller jusqu'à les opérationnaliser. Alors, pas pour que les enseignants ne soient que des suiveurs qui entrent dans nos pas. Tout ce qu'on a vu, c'était que jamais ils font ça. Ils s'approprient toujours tout ce qu'on met entre leurs mains, mais qu'en même temps, se contenter de dire les recherches ont montré que telle approche ou telle approche était plus efficace quand elles ont été mises en place dans des conditions très particulières, portées par des chercheurs. Et donc, on sait ça fait partie des éléments qu'on connaît, et donc à charge pour les enseignants de les transposer eux-mêmes en dispositifs qu'ils vont construire. Ça fonctionne pas du tout, parce qu'en fait les enseignants ont des contraintes immenses qui pesent sur leur travail quotidien, et donc ça va mal fonctionner pour certains, mais c'est un travail colossal de réappropriation des connaissances de la recherche dans la fabrication d'outils pour faire la classe au quotidien. Donc, notre idée, c'est que ça faisait partie de notre travail avec le chercheur, mais sur la question de l'appropriation, tu diras ça mieux que moi. Oui. En ce qui nous concerne, donc effectivement, enfin, cette question, puis je vais enchaîner sur celle de Thierry, mais ça ne va pas traiter celle-là. Il faut tenir compte de ceci. Nous, on a affaire à des magistrats, pas des professeurs. Alors, les magistrats, ils raisonnent en termes juridiques. Ils sont enfermés dans le raisonnement juridique, parce qu'ils doivent justifier tout ce qu'ils font en termes juridiques. Et ils sont profondément imprégnés par une culture d'experts qui est terriblement positiviste. Terriblement positiviste. Beaucoup plus, évidemment, qu'un enseignant. Positivisme enseignant, positivisme juridique. Donc, alors, ce dont ils témoignent, c'est qu'ils demandent qu'on les aide à sortir des raisonnements juridiques pour être plus efficaces quand ils traitent les litiges. En ce qui concerne le litige. C'est-à-dire, ils sont, avec le raisonnement juridique, vous pouvez... Je suis magistrat, je peux valider ce que je fais dans le système juridique, et après tout, c'est la seule chose qui va être contrôlée. On ne va pas me demander à moi, magistrat, si j'ai résolu ou non la problématique familiale. C'est si j'ai ou non appliqué la loi. Donc, il y a une demande de sortie de l'expertise, et c'est là qu'on peut être efficace comme sociologue. À l'inverse, les médiateurs doivent tenir compte du droit, mais non pas de savoir, du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est un savoir mou, enfin, mais pas au sens péjoratif du terme, ils bricolent leur truc, quoi. Et donc, eux, ils demandent l'inverse, en fait. Ils demandent qu'on leur fournisse des instruments un peu rigoureux et un peu formalisés pour comprendre ce qu'ils font exactement et quelle est leur place dans toute cette mécanique de résolution des litiges. Donc on a là deux publics de professionnels qui ont des rapports au savoir expert. Il y a des savoirs experts différents, très différents, et donc nous avons des rôles comme sociologues différents. Et ce n'est pas du côté de on vous apporte la science. C'est plutôt du côté de on vient compléter un savoir que, alors dans le cas des juristes, qui est posé comme complet mais qu'ils savent incomplet, et qui dans le cas des médiateurs est posé comme incomplet, mais qu'ils sont prêts à compléter. Donc on est plutôt en position de ceux qui complètent des savoirs, pas du tout ceux qui viennent dire ce qu'il en est des choses. Bon, et ça, effectivement, moi j'aime bien, après tout, la formule de Sousa Santos, hein, l'écologie des savoirs. On est dans un environnement où il y a des savoirs, et on a introduit un savoir particulier et qui joue des rôles différents selon...
selon les savoirs auxquels on s'adresse. Ça, c'est le premier point. Alors, deuxième point, la question de Thierry, droit positif et pratique. Oui, ce matin, on a évoqué, c'est plus familier pour les sociologues de dire prescription et pratique. Alors, tout le monde sait qu'il y a une différence entre ce qu'on prescrit et ce qu'on effectue. Enfin, c'est le b.a.-ba de la sociologie, en quelque sorte. S'il n'y a pas ça, il suffit d'être juriste, ou pédagogue. Enfin, pédagogue au sens... Je pense comme vous. Oui, non. Il y a la prescription et la pratique. Oui, il y a des pédagogues qui sont formalistes quand même. Hein. Bon, Oui, ça doit d'accord. Oui, ça existe. donc si on part de là, il n'y a jamais opposition entre la pratique et le droit positif. En revanche, il y a opposition entre des codes positifs. Et aujourd'hui, ce matin, on a évoqué, c'est vous qui avez évoqué, le pluralisme juridique. C'est notre problème. Hein. Mais ce n'est pas l'Afrique. C'est le problème... Non, mais sérieusement, c'est le problème de l'Europe. On est en plein pluralisme juridique. Donc, alors c'est pas le même pluralisme que celui qui a été laissé par le colonisateur, mais aujourd'hui on est devant un problème de conciliation des codes. Et toutes les questions sont en train d'être positionnées de cette façon-là. D'habitude, les juristes, enfin on connaît la distinction règles primaires, règles secondaires, donc les juristes posaient les questions des règles secondaires. C'était de savoir à l'intérieur d'un code, quand il y a des conflits de règles, quelle est la règle qui s'applique. Donc, ça c'est le problème du juriste. Comme il y a toujours plein de règles, on peut appliquer différentes règles, mais quelle est la règle qui s'applique au cas? Comment faut-il l'interpréter? C'est le problème classique. Aujourd'hui, on n'en est plus là. On a changé de niveau. Le problème, c'est quel est le code que l'on va appliquer. Donc, par exemple, vous avez un rapt d'enfant en France ou en Belgique, avec un père marocain, c'est le code marocain ou c'est le code français? Quel est le code? Ce n'est pas la question à l'intérieur du code, c'est un conflit de code. Évidemment, il n'y a pas de réponse, parce qu'il n'y a pas de métacode. Donc, on est obligé d'instaurer des principes de résolution de conflits ternaires, pas de secondaires, ternaires, de conflits de code, et ces mécanismes, sur quoi est-ce qu'ils reposent? Ils reposent sur des inventions de collaboration judiciaire, c'est ça qu'on étudie. On cherche à comprendre comment les juges collaborent, et quand on se penche, par exemple, comment le juge belge qui doit traiter l'affaire en Belgique va se rapporter à la décision possible du juge marocain, et qui est d'ailleurs très imprévisible. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? De quoi est-ce qu'on s'aperçoit? Comme il y a plus de code. Évidemment, il y a des problèmes de justification de droit positif, il y a des conventions internationales, il y a tout ça. Mais très souvent, ce qui l'emporte, c'est celui-là, j'ai pas confiance. En fait, c'est la confiance. C'est ça qui nous a mis sur la confiance. C'est qu'à un moment donné, en situation extrêmement déformalisée, on se reporte à un mécanisme assez élémentaire de la vie sociale, qui est je fais confiance ou je ne fais pas confiance, c'est-à-dire, c'est quoi la confiance? C'est établir un rapport en incertitude. C'est quand vous n'êtes pas certain et que vous ne pouvez pas savoir comment l'autre va se comporter, vous ne pouvez pas stabiliser un système d'attente sur une certitude, qu'on fait confiance. C'est quand on renonce à savoir. Donc, si vous faites confiance à votre femme ou à votre compagnon, c'est parce que vous renoncez à savoir ce qu'il fait. Parce qu'on ne peut pas le savoir. Si on cherche à savoir... Bon, donc on tombe là-dessus chez les juges et on tombe sur le même type de problématique chez les médiateurs. Mais les médiateurs, ils ne s'intéressent pas à se justifier, parce que c'est ça le côté passionnant de la chose. C'est qu'autant les juges sont empêtrés dans leur justification à l'égard des systèmes judiciaires, autant les médiateurs sont contre-fiches. Ils doivent se justifier à l'égard des deux personnes en présence. Et c'est leur seul problème, en fait. C'est leur seul problème. Sauf qu'à un moment donné, un juge peut refuser un accord de médiation. Ça peut arriver. Donc, on est dans un problématique de construction de confiance à différents niveaux, mais qui est posée par le nouveau pluralisme juridique, qui est né, cette fois, non pas de la colonisation, mais de la globalisation, et qui concerne autant l'Occident que l'Afrique. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des réactions par rapport à ça?
On a commencé ce matin, oui, non? On a commencé ce matin avec les violences entre partenaires. Le hasard fait qu'on est à nouveau sur ce terrain-là, entre autres. Sur la question de l'enfant aussi. Des suggestions peut-être? Ici, oui. Oui, peut-être. Oui, Bon, ce qui me frappe ici dans la discussion, ça va tourner autour du concept de médiation et que précisément la médiation est quelque chose qui est à construire, quoi, à construire tant entre l'enseignant que les élèves. Et là, donc, il y a aussi peut-être une dimension émotionnelle, une dimension de relation qui se joue entre l'enseignant et sa classe, et donc les élèves, qui ne relève pas seulement de l'appropriation d'outils. Donc il y a franchement un élément même qui dépasse ce que nous, on peut chercher à tenter de formaliser comme scientifique. Enfin, je peux le dire même d'autant plus que, figure-toi que je donne des cours de remédiation dans le cadre des passeports pour le bac, voilà. Mais à Saint-Louis, je suis occupée pendant 30 heures au début de l'année académique, et que je vois combien, d'abord, le rôle est essentiel, mais que c'est un rôle qui doit chaque fois être adapté au groupe face auquel je me trouve, mais qui, bien entendu, repose sur des outils, des stratégies qu'il faut chercher à enseigner. Et là aussi, ce que tu disais, même c'était vraiment très intéressant dans même cette médiation entre le monde des experts juristes, le monde des médiateurs et la question de ces différents systèmes, c'est que finalement il faut bricoler. Il faut bricoler, mais bricoler intelligemment, intelligemment en tenant compte des personnes face auxquelles on se trouve. Et donc ça m'a, avec tous les outils de savoir que l'on peut amener. Donc oui, la médiation me semble centrale et vraiment difficile comme objet. Ouais. Si je peux juste dire un mot concernant les émotions. Oui. On est évidemment, vous vous en doutez, sur un terrain incroyablement émotionnel. Donc c'est très difficile de travailler sur ce terrain. Honnêtement, on avait annoncé effectivement un travail avec les parents. Je ne suis pas sûr qu'on va le faire. Parce que il faut vraiment passer énormément de temps pour pouvoir tirer quelque chose, évidemment, dans des situations, vous imaginez, extrêmement difficiles. Mais je veux dire juste un mot là-dessus. Sur le plan théorique, la sociologie des émotions a grandi au cours des 10 dernières années. Il y a un matériau assez riche sur le plan théorique. Et notamment, une des choses qui nous intéresse beaucoup pour travailler cette question-là, c'est la question de l'émotion morale. Donc de l'émotion qui est liée à une évaluation, à une appréciation. Par exemple, l'indignation, c'est une émotion morale. Parce que vous êtes indigné, parce que vous avez des convictions morales. Donc c'est une émotion morale, mais c'est une vraie émotion, hein. C'est pas quelque chose qui ça vous ébranle, c'est pas simplement un jugement. Donc, alors la question, au fond, c'est par là qu'on peut saisir quelque chose de l'émotion dans ce genre de terrain, c'est de savoir comment des contenus, des jugements moraux peuvent s'articuler à des jugements juridiques, c'est-à-dire devenir juridiques. Comment, par exemple, une indignation devant l'enlèvement de mon enfant peut devenir une plainte objective sur un tiers que l'on porte devant un tiers, que l'on porte devant un juge. C'est-à-dire qu'on est prêt à juridiciser une émotion morale et la transformer, et du coup, d'ailleurs, assez classiquement, la tragédie grecque, classique nous avons appris ça, à des passionnés. Parce que c'est le genre de litige où le premier travail, c'est quand même d'éponger l'émotion et l'affect des passionnés, parce que sinon il n'y a aucune chance de résolution, évidemment. Donc il faut un peu apaiser, etc. Et le droit apparaît là, au fond, c'est un des mécanismes fondamentaux. Bon, Neumann avait dit ça, c'est une des fonctions de la procédure juridique, c'est d'éponger l'émotion. Donc ça fait partie c'est une manière de prendre la question de l'émotion. Bon,
Mais alors si je peux faire une suggestion, parce que je voudrais enchaîner sur ce que disait Séverine à propos d'un appel au Wikipédiste qui, je regarde Jean-Louis, qui, concernant un point. Effectivement, moi-même aussi, j'ai des contacts avec les enseignants du secondaire. Et beaucoup d'enseignants du secondaire, vous savez, qui sont pris dans les affaires de pacte d'excellence, etc., de réforme de programme, d'allongement du tronc commun, et dans toutes ces procédures, etc., les sciences sociales s'inscrivent de plus en plus au programme. Mais il n'y a pas de manuel des sciences sociales. Il n'y en a pas. Ce qui fait que les enseignants qui doivent donner des cours de sciences sociales, de sociologie, d'économie d'ailleurs, mais souvent on mélange les deux dans les programmes, comme vous savez, font part de leur désarroi. Mais qu'est-ce qu'on doit donner aux étudiants, aux élèves? D'habitude, ils donnent l'expérience de 1000 grammes. Bon, je ne suis pas sûr que... Non, sérieusement, je ne suis pas sûr que c'est ce qu'on fait de mieux aujourd'hui en sciences sociales, pour de multiples raisons. Donc, je me dis, il y a un enjeu pour nous, communauté sciences sociales universitaire, de former les élèves aux sciences sociales en amont de l'université. En fait. D'ailleurs, ça serait une bonne publicité pour nos sciences, parce que souvent ils n'ont pas entendu, certains n'ont pas entendu. De plus en plus, il ne faut pas exagérer, mais quand même, donc faire un manuel de sciences sociales, ça serait loin d'être idiot, ça serait dommage que ce soit simplement l'affaire des sociologues ou l'affaire des anthropologues ou l'affaire, etc. Donc, moi je me demande si ça ne devrait pas être un projet fédérateur des sciences sociales, c'est de dire, ben voilà, on a des didacticiens parvenants, présents, on a toute la palette des sciences sociales, il faudrait s'articuler avec profs du secondaire, évidemment, et un petit peu se pencher sur ces fameux programmes de sciences sociales auxquels on a très peu contribué, en règle générale, comme communauté scientifique, je veux dire, très présent dans ces lieux-là, et fabriquer un manuel. Et ça, je trouve que ça serait quelque chose. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Louis? Mais ça a bien reçu. Bien t'installer ici. Ah oui. Non, je trouve que l'idée est effectivement excellente. Alors, la question est de savoir à qui est-ce qu'on peut confier un tel travail, puisque les didacticiens sont tous des disciplinés. Tu as essentiellement ici des didacticiens du français, dont la spécialité n'est pas de sciences sociales. Il faudra en parler avec les collègues. Je pense à Miguel, par exemple, qui travaille plus au GIRCEF en réalité que Cripédis. Miguel Soto-Lopez, je pense à Anne Petri, je pense à Christophe Dozin, qui sont les profs qui sont titulaires des cours de didactique des sciences sociales, en tout cas chez nous à Louvain. Mais c'est vrai que ce serait un beau projet fédérateur. Alors j'en profite que je suis là, du coup, pour peut-être aussi t'adresser une question ou adresser une question aux collègues du Cripédis, parce que j'ai trouvé votre présentation vraiment intéressante aussi. Question, je trouve vraiment, en plus qu'il y a un enjeu humain très très fort, la question des rapports parentaux. Et moi, la question que je me posais, mais en voyant bien l'enjeu de votre recherche, qui est un enjeu au fond de dépliement des enjeux, des difficultés, de sensibilisation des acteurs, si j'ai bien compris, j'aurais voulu savoir, même si c'est une recherche en cours, où en êtes-vous justement dans cet impact auprès des acteurs? Quelles sont les réactions de ces magistrats d'une part, de ces médiateurs de l'autre? Comment est-ce qu'ils vivent une recherche comme la vôtre, et est-ce que ça fait bouger quelque chose? Enfin, voilà. C'est une question un peu de l'impact. Donc on peut peut-être préciser que c'est pas la recherche d'Antoine. Okay. Juste pour on répond et puis ensuite on... D'accord. Alors où est-ce qu'on en est là-dessus? Donc on a eu des entretiens avec les magistrats, on a des contacts avec eux. Ils sont en règle générale extrêmement demandeurs de lieux de délibération. Parce qu'il faut savoir ça, vous ne savez peut-être pas, mais quand un magistrat travaille, il travaille souvent seul ou avec d'autres magistrats, mais il y a un très grand isolement. Et donc, ils se rendent compte qu'ils sont dans des enjeux qui dépassent de loin la mécanique judiciaire traditionnelle, mais ils ne parviennent pas à objectiver exactement ce qu'ils font. Donc, il y a une très grande demande. Alors, où est-ce qu'on en est? On en est au point
où on a prévu un séminaire international avec des praticiens et des théoriciens. Ça aura lieu au mois de mai à Bruxelles. Et avant ce séminaire, on va organiser au moins une après-midi avec des professionnels, dont les magistrats, pour avoir un travail collectif sur les problèmes tels qu'ils se posent à eux. Eux-mêmes vont faire des communications lors de des journées internationales, et après on verra. Mais on en est là pour l'instant. Trop tôt pour moi. C'est un peu trop tôt, mais en même temps c'est quand même une préoccupation permanente, quoi. Ok. Super, un tout grand merci à vous. Voilà, on va se retrouver avec un projet Yakous qui est déjà écrit.